Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Pour finir cette saison de podcast en beauté, j'avais envie de parler de ce qui a été pour moi une des plus grandes émotions esthétiques et politiques à la fois de cette année, voire des dernières années, la série Andor, écrite par Tony Gilroy, diffusée en France sur Disney+. La conclusion de cette série, puisque la deuxième saison a été diffusée, la première a été diffusée en 2022. Et qui de mieux pour en parler qu'un collègue aussi passionné par l'histoire et aussi geek que moi, peut-être même plus, je ne sais pas, Jean-Christophe Piot, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup parmi ceux qui nous écoutent vous connaissent. Où est-ce qu'on peut vous lire et vous retrouver ? Alors, me lire un petit peu partout. Là, cet été, beaucoup dans Ouest France, un peu sur Mediapart. Et puis, m'écouter, ma foi, sur le podcast qui commence sa 5e saison là en ce moment, qui s'appelle C'est plus compliqué que ça, chez votre meilleur dealer de podcast. Voilà, donc des émissions assez courtes, de 10-15 minutes environ. Ouais, 15 minutes, c'est le max. Voilà, sur des sujets avec un très joli habillage audio. On encourage tout le monde à aller écouter. Alors, avant de commencer, un petit avertissement, évidemment, la discussion qui va suivre va contenir des spoilers pour tout Andor et sans doute plus largement pour l'univers Star Wars. Et cette discussion s'appuie sur le visionnage, la réflexion, des lectures, de pas mal de ressources en ligne. Il y a des articles du Guardian qui sont intéressants, il y a le subreddit, le site Reddit de la série Andor, il y a des vidéos qui ont été faites, notamment un collègue qui a une vidéo qui s'appelle... le site s'appelle « L'histoire trouve toujours un chemin » qui porte sur la saison 1. Donc, je n'ai pas regardé en entier pour ne pas trop piquer les analyses, mais voilà, on peut trouver beaucoup de choses qui vont venir nourrir nos discussions. Et du coup, j'avais envie de commencer peut-être juste par des remarques générales sur la série, pour dire pourquoi c'est une série qui, quand on aime l'histoire et quand on aime la politique, nous intéresse. Qu'est-ce qui vous a accroché ? La première chose, c'est que dès la première trilogie, on savait qu'il y avait tout un fond dans Star Wars où ça piochait à énormément de choses. Après, moi, ce qui me frappe dans Andor, c'est que c'est le moment où Star Wars rentre, à mon avis, dans l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un autre niveau de référence. On savait depuis très longtemps, la référence au nazisme, elle n'est pas nouvelle. Il y a vraiment une esthétique qui a été là depuis le début. Mais là, je trouve qu'on rentre dans un degré de précision, alors évidemment aussi de moyens sur ce qu'ils ont mis sur les 2 saisons de Andor et sur Rogue One déjà, qui est donc la suite chronologiquement des 2 saisons de Andor. Je trouve qu'on rentre dans autre chose et dans le référentiel, on est encore sur un autre niveau, à mon avis. Oui, et puis il faut dire que c'est d'autant plus frappant que, alors avec toutes les qualités en plus scénaristiques, de jeu d'acteurs et d'actrices qui sont vraiment exceptionnels, d'écriture de la série. Calibrate your enthusiasm. Yes, sir. De décors, de costumes, les valeurs de production sont vraiment au maximum, mais c'est d'autant plus frappant que ça ne devrait pas marcher parce que c'est quand même un préquel d'un préquel. Alors certes, un préquel exceptionnel, parce que Rogue One est pour moi un très grand film, mais un préquel d'un préquel avec un personnage qui, par définition, il n'y a pas vraiment d'enjeu dramatique parce qu'on sait qu'il est là dans Rogue One. Donc le personnage principal, Cassian Andor, on sait qu'il a ce qu'on appelle une armure de scénario, un plot armor, qui le rend invulnérable. Il ne peut rien lui arriver de si grave, puisqu'on sait qu'on le verra dans le film suivant. Et pourtant, la série fonctionne et est capable de tisser autour de ça, à travers des personnages très incarnés, des enjeux qui sont des enjeux historiques et politiques. Ouais, il y a un côté... il y a d'abord l'origin story de Cassian, qui est, à mon avis, une version, encore une fois, adulte et moins faite pour vendre des pluches de Star Wars, c'est une version un peu dark et un peu sérieuse de Han Solo. Il y a vraiment quelque chose dans le référentiel. Ça reste un personnage de petit criminel qui petit à petit va prendre de l'ampleur, va s'engager dans l'Alliance rebelle. Voilà, avec quelque chose qui dépasse, qu'on trouve trop souvent dans ce genre de franchise, qui est le trauma originel, qui est un peu la boîte magique qui explique tout. Bruce Wayne, il a vu ses parents se faire tuer et du coup, tout en découle. Là, c'est beaucoup plus graduel, avec des dimensions beaucoup plus conscientes, beaucoup plus réflexives. C'est beaucoup plus épais en termes de structure narrative que simplement on pose un gros trauma au début et puis on dit tout s'explique comme ça. Ouais, et puis ça ressemble sans doute beaucoup plus à des parcours comme on peut en voir, qui sont ces espèces de parcours frontières de marge et de marginaux qui glissent petit à petit du monde criminel dans lequel ils sont parfois déjà bien engagés vers le monde du maquis, on va en parler, de la résistance, de la rébellion, avec c'est aussi Andor, la série Andor, le personnage de Cassian Andor déjà, mais toute la série, c'est un peu 50 nuances de rébellion, 50 nuances de résistance, et lui ça incarne un parcours particulier, comme il peut y en avoir tant d'autres dans les parcours de la résistance française notamment, mais pas que. Alors on va en reparler, mais justement cette idée de la résistance française, ce qui est intéressant aussi dans la série, à mon avis qui marche très bien, c'est que tout est reconnaissable, mais rien n'est spécifique. Comme on est dans un monde spatial imaginaire, on peut utiliser cette altérité absolue d'une galaxie très lointaine il y a très longtemps pour mettre en évidence des choses
qu'on reconnaît immédiatement, donc du coup qui nous sont familières, mais en même temps qui sont jamais trop spécifiques, ce qui fait qu'il y a toujours cette mise à distance possible. On n'est pas prisonnier de la reconstitution, donc on va pas commencer à dire non, le chef de la SA ne s'appelait pas comme ça, il s'appelait pas Partagaz. Bon, voilà, évidemment, parce qu'on a affaire à des personnages de fiction, et en plus ce fonctionnement n'est pas mécanique dans la mesure où tout passe par des personnages qui sont des personnages réellement incarnés, y compris du mauvais côté, ils ont leur complexité, on va en reparler certainement, des personnages qui évoluent. Donc ça veut dire que c'est à la fois une familiarité, mais une familiarité non spécifique qui, au fond, donne beaucoup de liberté aux scénaristes pour piocher dans plein de choses différentes. C'est ça, c'est des références croisées, c'est-à-dire qu'évidemment, notamment dans la saison 2, les références, elles sont quand même massivement à la Résistance française, c'est assumé par plein de choses, on va en parler, mais pas que. Il y a aussi des références, à mon avis, à l'URSS et à la sphère soviétique, beaucoup. Il y a des références sur le style à des choses qui touchent au monde milanais et italien, autant que la haute couture française pour pas mal de points. Enfin voilà, c'est relativement... On pioche dans un imaginaire et dans un référentiel historique, les deux à la fois. Et ça permet de rajouter beaucoup d'épaisseur, beaucoup de couches en fait. Oui, alors surtout ça, on peut renvoyer aux très nombreuses interviews. Je ne sais pas comment il en a fait, Tony Gilroy, mais je pense qu'il en a fait 150. Enfin voilà, on peut vraiment... Si on veut écouter Tony Gilroy parler de ses inspirations sur la série, il n'y a qu'à se pencher pour en trouver sur YouTube en particulier. Alors voilà comment on va procéder. On va faire d'abord un peu une analyse thématique, chacun à notre tour, en parlant plutôt pour Jean-Christophe du fascisme, de la représentation de cet empire, et plutôt de mon côté de la rébellion, de la résistance. Et puis ensuite, on va piocher des petites cartes sur lesquelles on a inscrit un certain nombre de noms de personnages ou de noms de scènes et de situations qui nous paraissent intéressantes à réfléchir au regard de l'histoire. Alors peut-être, Jean-Christophe, on commence par la façon dont Andor met en scène l'Empire comme on ne l'a jamais vu, et d'une façon à la fois beaucoup plus concrète, beaucoup plus inquiétante par beaucoup d'aspects. En fait, la référence au nazisme est plus largement, c'est même dans le mot même, au régime autoritaire avec l'Empire, elle a toujours été là dans Star Wars depuis le début. Ça a toujours été clairement assumé. Ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on se tourne enfin vers des choses qui étaient purement allusives dans la trilogie d'origine et puis dans les suites de cinéma. C'est-à-dire que voilà, ok, on sait qu'on va avoir du nazisme à travers l'esthétique, à travers le monde, à travers même les voitures, les véhicules sont des références directes aux décapotables des dignitaires nazis. Tout ça, c'était déjà bien connu, c'est magnifiquement refait avec les costumes, on retrouve toute une esthétique, des SA, des SS, ça c'était connu. Ouais, la première trilogie avait fait l'exploit de faire jouer des nazis par des gens avec un accent anglais impeccable, ce qui est un peu paradoxal quand on y pense, mais au fond, il y a des associations aussi, on le verra avec l'Empire britannique, qui ne sont pas inintéressantes. Ouais, et clairement, ça on le garde, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce fond-là, et c'est normal, on s'inscrit dans une espèce de bible de Star Wars, on peut quasiment pas faire autrement. Ce qui est intéressant, c'est les sous-couches. Et là où moi je trouve ça vraiment génial, c'est que Andor réussit à exploiter l'imaginaire des empires autoritaires en général en les glissant dans déjà quelque chose qui existe. Donc c'est la référence dans la référence. Et ce qui est rigolo, par exemple, c'est qu'on a énormément de références au monde romain, en particulier à l'Empire romain, à travers une représentation nazie. Or, les nazis eux-mêmes faisaient beaucoup de références à l'Empire romain. Ça, c'est notamment le travail qu'a fait Johann Chapoutot dans le travail qu'il a fait sur les références du nazisme à l'olympisme, au travers des fameux jeux des Jeux de Munich. Et ça, on le retrouve digéré dans Andor avec toute une série notamment de références au côté monumental que peut avoir l'Empire romain, qui avait déjà été une inspiration pour Hitler. Un élément intéressant aussi, c'est que la première trilogie et les suites avaient cette dichotomie entre, en gros, des super méchants très incarnés, Vador et l'empereur Palpatine avec son visage, avec son côté machiavélique tout en haut de la pyramide, et puis en dessous, finalement, des sous-fifres anonymes, et tellement anonymes que le Stormtrooper est devenu la figure, il faut bien dire, un peu ridicule, de celui qui tire toujours à côté, et qui est interchangeable, et qui n'a pas de consistance. Et Andor fait exactement l'inverse, on ne voit jamais Palpatine, il est mentionné une fois, mais on ne le voit jamais. Et inversement, c'est le middle management. C'est ce monde de la bureaucratie impériale qui est extrêmement bien incarné. Oui, extrêmement bien incarné. On rentre en fait dans la réalité du monde de l'espionnage, du contre-espionnage, du contrôle social avec le fameux BSI. On rentre dans un moment... Alors BSI, le Bureau de la Sécurité Impériale. ISB en VO, c'est là où travaille l'un des grands protagonistes de la série, Dedra Meero, cette jeune femme ambitieuse. I am an ISB supervisor.
Do you have any idea how much trouble you're in right now? Qui, à elle seule ou presque, veut démanteler la résistance en train de naître. Ouais, et d'ailleurs, ça, c'est, en l'occurrence, c'est un écart que se permet la fiction par rapport à la réalité du contre-espionnage allemand ou de l'espionnage allemand ou de l'Abwehr, parce que ça mélange beaucoup de choses. Le BSI, c'est du contrôle des foules, du contre-espionnage, de l'espionnage, du renseignement. Honnêtement, des carrières comme celle que tente ce personnage dans le monde allemand, c'est un peu surprenant. Il y a eu évidemment des espions et des espionnes allemandes qui avaient l'ambition de pouvoir monter à ce niveau-là. J'en suis pas certain. Ça, c'est une vraie liberté qui s'est autorisée, Gilroy. C'est intéressant aussi de voir que cet empire, il est montré sous son jour tyrannique, liberticide, avec plein d'épisodes dont on sera amené à reparler, mais aussi avec une dimension économique qui est davantage mise en avant. Alors, certes, dans la deuxième trilogie, Lucas avait mis des choses sur les droits de douane, et voilà, il y avait un peu des éléments là-dessus, mais qui étaient quand même un peu tirés par les cheveux. Là, assez clairement, on a une dimension d'exploitation des ressources naturelles, et également un empire qui a cette force étatique, mais qui sous-traite beaucoup. Et oui. Le tout début de la série, la saison 1, ça commence sur une planète où c'est la sécurité corporate qui finalement gère au nom de l'Empire les allées et venues des gens et puis la sécurité locale. Bah ça, à mon avis, c'est aussi une référence, en l'occurrence davantage à des empires de l'Antiquité, où le pouvoir central est tout bêtement trop loin et mine de rien pas assez puissant militairement pour pouvoir tout faire directement. Donc il intervient là où ça a du sens. Là aussi où les prestataires privés sont pas bons, parce que voilà, on voit aussi la médiocrité et l'impact de la médiocrité de ces go-between entre les populations locales et puis l'échelon impérial. Bon, on envoie l'Empire quand ça a du sens, c'est-à-dire quand il faut de la compétence réelle ou supposée, parce que l'Empire est parfois pas bon. Mais ce qui est aussi intéressant dans Andorre, c'est qu'on voit qu'il est très bon, qu'il y a des gens compétents. Et on arrête cette idée un peu Papa Schultz du nazi idiot et qui tire à côté, etc. Non, là, ils sont vraiment très compétents. Et puis sur ces prestataires privés, ça fait aussi penser à tout l'univers des compagnies de sécurité privées type Blackwater, dont les États-Unis ont fait un grand usage dans leur guerre des années 2000, qui ont été très critiqués à juste titre et qui du coup montrent que la dimension impériale, encore une fois, ça renvoie pas à une seule volonté unique maléfique. Il suffirait de jeter Palpatine dans un puits d'énergie pour qu'il disparaisse ou pas. Somehow Palpatine returned. Mais en tout cas, voilà, se débarrasser de couper la tête du serpent et tout s'effondrerait. Au fond, là, l'esprit, l'appât du gain, la médiocrité ordinaire, le besoin de contrôle, etc., ce sont des dynamiques qui sont beaucoup plus partagées, beaucoup plus diffuses socialement. Oui, et puis on voit aussi cette espèce d'ambition des médiocres, de vouloir rejoindre, de vouloir se montrer. On le voit beaucoup dans la première saison de Andorre, ça a cette ambition de grimper les échelons. Ça, on le voit donc chez les prestataires privés qui sont en gros des frustrés de ne pas pouvoir rejoindre les forces de l'Empire, et on le voit à l'intérieur des forces de l'Empire avec toute une série, toute une galaxie de personnages très ambitieux qui n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions. Ouais, au passage, il y a une histoire alternative de Star Wars où Luke Skywalker devient une sorte de Lacombe Lucien qui est pris à l'académie de pilotage et rejoint Toschi Station et rejoint l'académie de pilotage et ne rejoint pas la rébellion parce que finalement il y a une petite place qui s'est ouverte pour lui pour être un apprenti pilote dans l'Empire, et finalement son histoire est très différente. Donc là, la série met en scène ce type de choses et met en scène aussi, je trouve intéressant, la séduction esthétique de l'Empire. Vous parliez de Rome et de l'Antiquité. Quelqu'un comme Cyril Karn, qui est donc ce personnage au départ sécurité privée, qui ensuite est mis au placard pour avoir tout foiré et enfin fini par avoir une mission à la hauteur de ses ambitions. Il le fait aussi parce qu'il trouve ça beau. Il trouve ça beau d'avoir un bel uniforme. Il est fasciné. Il customise son propre uniforme de flic privé pour ressembler plus à un flic impérial, à un membre de l'ISB. Have you modified your uniform? Perhaps slightly. Et il est fasciné par l'ordre, il est fasciné par ce qui est bien brillant, bien poli, bien carré dans ce monde impérial. Oui, ça se reflète d'ailleurs dans son intérieur à lui, avec cette espèce d'appartement absolument parfait où il n'y a rien qui dépasse, qui fait super peur, quoi. C'est vraiment, on sent qu'il a une pensée très catégorisante, l'ordre le rassure, etc. Mais ce qui est intéressant aussi dans ces personnages, c'est que ça reflète, à mon avis, une partie du monde résistant qui peut basculer des deux côtés à un moment, et le rôle de la chance joue. De quel côté à un moment est-ce qu'on va basculer, à un moment où l'histoire n'est pas écrite, où on ne sait pas encore qui est le gentil, qui est le méchant, et c'est d'ailleurs à mon avis un des personnages les plus intéressants de la série, celui-ci, Cyril Karn, parce qu'il n'est pas très loin d'ouvrir les yeux finalement à un moment. Pas complètement, pour plein de raisons qui tiennent, voilà, on va quand même pas tout complètement spoiler, mais il ouvre les yeux sur la fin de sa trajectoire. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui travaillent pour l'Empire ont des motivations
réel et réaliste, c'est-à-dire c'est pas uniquement des ambitieux, c'est pas uniquement des salauds, il y a évidemment cette dimension-là, mais c'est aussi des gens qui peuvent croire à leur discours quand ils disent que l'ordre règne dans la galaxie, et quelqu'un comme Dedra Meero, on rencontre son histoire, on comprend qu'elle a été élevée dans une sorte d'orphelinat où finalement l'Empire est l'instance qui lui a assuré une forme de sécurité affective dans ses jeunes années, qu'elle s'est construite comme ça, et que du coup, l'idée qu'elle incarne l'ordre et que les responsables du désordre, il faut les traquer, il faut les éliminer, ce que dit aussi son supérieur, le major Partagaz, qui dit on est des chirurgiens, on opère une ablation dans le corps social, quand il y a une tumeur qui se développe, on va protéger, on va soigner. Bon, c'est très foucaldien, c'est très biopolitique, mais ils y croient parce que pour eux, oui, l'ordre est quelque chose qui justifie les moyens les plus rudes pour l'assurer. C'est exactement ça, c'est jusqu'où on va dans les moyens pour justifier une fin heureuse, c'est toujours la promesse qu'ils font, c'est-à-dire qu'un jour la paix régnera. Après, je pense qu'il y a des degrés différents de cynisme selon les personnages. Ça, on le voit beaucoup au début de Rogue One, hein, quand on vient récupérer l'ingénieur, où il y a presque un côté amusé dans le côté si, mais c'est pour le souverain bien, ça viendra un jour, etc. Bon, lui, ce personnage-là, je suis pas certain qu'il y croit vraiment. Dedra Meero, je pense qu'elle est convaincue, oui. C'est un bon soldat. Et puis, ce que ça dit aussi sur l'Empire, c'est ce côté très paradoxal d'un Empire, vous l'avez dit, à la fois très efficace, et en même temps, c'est dit par plusieurs personnages de la Rébellion à de nombreuses reprises. Ils sont tellement forts qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas les failles, ils ne se donnent pas la peine. Ils ne se donnent pas la peine de surveiller, et ils périront de leur aisance et de leur sentiment de supériorité, en quelque sorte. Ouais, ça c'est... Et alors, sur le plan graphique et esthétique, c'est très net. Il y a toujours une manière de représenter les lieux de pouvoir dans l'Empire comme des lieux immaculés, avec il n'y a rien qui dépasse. Et en fait, il y en a des fissures. On les voit dans les bas-fonds des villes, on les voit dans les murs, on les voit dans le côté sale des marges. Et c'est ça qu'ils ne voient pas. C'est ça, ou en tout cas dont ils ne prennent pas la juste mesure, y compris les leurs. Ils savent qu'il y a des risques de trahison, ils n'arrêtent pas de se surveiller les uns les autres, mais ils n'en prennent pas vraiment la véritable mesure. Et surtout, ils se trompent de cible en permanence. Oui, et puis ils sont partagés aussi entre le respect de leurs propres règles et puis l'imagination. Le personnage de Dedra, elle réussit et elle échoue à la fois parce qu'elle ne respecte pas totalement les règles impériales. Exactement. C'est à la fois ça qui lui permet de trouver son adversaire et en même temps qui lui fait échouer dans le tableau plus général parce que si elle avait un peu plus respecté les règles, ils auraient écrasé la rébellion Exactement. avant. Mais il y a des caractères miroirs, c'est-à-dire que dans les deux cas, dans les deux camps, il y a beaucoup de compétences et ceux qui sortent du lot, c'est ceux qui frôlent en permanence les règles écrites ou non écrites d'ailleurs, qui s'imposent. Alors, si on passe maintenant du côté de la rébellion, la rébellion, Lucas en avait parlé au moment de la sortie du premier film en 1977 en disant que ça représentait plutôt les Viet Cong et que il assumait le côté anti-impérialiste d'un petit groupe de gens mal armés face à une superpuissance militaire et qui finissent par l'emporter. Donc ça, c'était dans le climat, c'est un héritier quand même du nouvel Hollywood et de ce climat contestataire des années 1970. Cet esprit-là est encore présent, mais c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus développé et avec toujours cette dimension, je dirais, anti-impériale, alors sans faire le jeu de mots sur l'Empire dans Star Wars, mais la dimension anti-impériale, ça ressemble quand même beaucoup plus à des guérilleros du tiers-monde de la décolonisation qu'à un mouvement social type Jules Guesde dans les années 1900. Le registre du mouvement social n'est pas tout à fait là, donc ça va beaucoup plus loin que d'autres productions Star Wars sur le plan idéologique. C'est à mon avis une des premières fois qu'on a un manifeste idéologique de la résistance qui est développé par un personnage, le jeune Nemik dans l'épisode 4 de la première saison qui lit un manifeste et ce manifeste on le retrouve, il fait un peu comme il boucle la boucle puisque dans le dernier épisode de la deuxième saison il est diffusé sur les haut-parleurs de l'Empire et le chef de la sécurité impériale se suicide parce qu'il était incapable d'empêcher sa diffusion. Donc il y a une dimension là très revendiquée on donne un texte idéologique fort à la rébellion et en même temps c'est un texte un peu générique. La tyrannie c'est mal, la tyrannie est fragile, l'oppression peut être combattue, si tout le monde essaye on pourra s'y mettre. Tyranny requires constant effort. It breaks. It leaks. Authority is brittle. Oppression is the mask of fear. Il n'y a pas un contenu très substantiel de ce texte, en particulier au plan social. C'est pas un manifeste anticapitaliste. Mais il y a quelques petites notations qui permettent de comprendre que cette idée n'est pas loin quand même. Oui, je suis d'accord avec ça. De toute façon, il y a vraiment... c'est la qualité. Alors, c'est aussi ce que permet le format de la série qui amène beaucoup plus de temporalité, de profondeur dans la longueur des épisodes. On voit apparaître ces thématiques et c'est normal qu'en fait, ça soit pas si construit. C'est un tout jeune personnage. Le discours politique, vraiment, au sens de
de la philosophie politique, il sera porté par d'autres personnages, dont des sénateurs, des sénatrices, dont on parlera d'ailleurs probablement tout à l'heure. Alors c'est intéressant aussi de voir que lorsqu'il est prononcé ce manifeste, les personnages qui sont autour de lui, sur la planète Aldani, épisode 4 de la saison 1, s'en moquent un peu. C'est un peu le petit rigolo de service, le petit jeune idéaliste, on fait pas trop attention à lui. Tout le monde a des raisons d'agir qui sont plutôt plus concrètes. Un tel a son frère qui a été tué par l'Empire, Cassian c'est son père adoptif, etc. Et du coup, la série nous montre pas ce manifeste comme immédiatement performatif, donc c'est jamais l'idéologie qui est au départ le moteur de l'action, mais plutôt quand les gens sont mobilisés et qui se mettent en action, l'idéologie finit par donner un sens et par donner un cadre. Donc là, ça m'a paru assez juste finalement sur la fonction possible de l'idéologie dans les engagements protestataires, rebelles au sens large. C'est pas quelque chose qui serait toujours là, préconçu au départ, et finalement on ouvre la boîte et on l'applique à la lettre, mais c'est disponible pour des gens qui ont leurs propres raisons de se mobiliser et d'approfondir leur investissement. Ouais, c'est pour ça que je parlais de 50 nuances de résistance, c'est qu'on a toujours on a souvent une idée assez héroïsée du résistant. La réalité des entrées dans la résistance sont souvent très variées. Moi, je me souviens d'avoir moi-même personnellement vu un courrier dans des archives départementales où je m'étais beaucoup marré parce que le personnage que j'avais croisé, c'était quelqu'un qui était rentré dans les maquis parce que il y avait des prix plus intéressants pour les soldats allemands au bordel de Chalon-sur-Saône. Et ça le rendait gueudin. Donc il était vraiment super content de pouvoir retrouver un monde où on contestait ça, où il y en avait marre que la grosse Lulu soit toujours prise et que la bière elle soit plus chère pour lui que pour les Allemands. Il avait 17 ans et il a commencé en foutant du sucre dans les réservoirs des motos, quoi. Ces dimensions matérielles, elles sont présentes aussi du point de vue des modalités d'action des rebelles, puisque la série montre très bien, c'est des grandes qualités, c'est que pour être efficace dans une rébellion, il faut des armes, il faut de l'argent, il faut des équipements. Cassian, au départ, c'est un voleur d'équipements, c'est comme ça qu'il se retrouve dans la rébellion. Il faut des armes, il faut du savoir-faire. C'est-à-dire il faut pouvoir mener des écoutes, il faut pouvoir faire des boîtes aux lettres mortes pour passer des messages, il faut pouvoir espionner dans l'ombre ou assassiner, faire des assassinats ciblés, autrement dit. Il y a tout ce savoir-faire concret, cet univers concret qui là renvoie à beaucoup de grandes séries d'espionnage, beaucoup de grands... Voilà, on pense à John le Carré à plein de moments, parce que la série est une extraordinaire représentation pourtant dans l'espace et dans un monde imaginaire de science-fiction, de dimensions très pratiques de comment on vit la clandestinité pour se rebeller. Oui, et puis c'est bourré de références à des questions très pratiques que se pose n'importe quel mouvement de résistance. Effectivement, comment je transmets mes messages, comment je m'assure qu'ils ne sont pas décryptés facilement, ou en tout cas de compliquer la vie, de gagner du temps. L'argent est effectivement une question essentielle. Je pense qu'on va y revenir sur la manière comment est-ce qu'on finance tout ça. Et là aussi, on voit exactement comme pour un soldat qui combat, il y a beaucoup de soldats qui combattent pas, et on voit que pour un résistant qui va finir par faire une action concrète, violente, il y a beaucoup de choses derrière qui font qu'à un moment cette action va être possible ou pas, parce que ça plante même assez souvent. Cassian, qui est sur le point de pouvoir avoir dans son viseur le personnage justement de Dedra, va pas y arriver parce que quelque chose se passe qui fait que tout ce qui a été mis en œuvre foire à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir le soin qu'ils ont apporté, que la réalisation a apporté à la destruction du matériel quand on va être pris. Ça, j'ai beaucoup aimé ça, parce qu'il y a vraiment un côté, la première urgence avant de sauver sa peau, c'est de détruire tout ce qui peut être détruit, tout ce qui peut compromettre au-delà de sa personne. Et ça, on le voit beaucoup. Ouais, parmi les choses aussi que Cassian aurait pu faire qu'il fait pas, il vole un vaisseau, le vaisseau on le revoit jamais dans les épisodes suivants. Ouais. Donc il y a cette idée que tout ça il y a un processus, mais c'est pas en général quand on a ça dans une série, le vaisseau apparaît à l'épisode 1 et on est sûr qu'on l'aura à l'épisode 12 et qu'il va tout éclater, voilà. Et là c'est pas le cas, ce qui est une manière de dire ce qui compte c'est le processus beaucoup plus que le résultat. Ça marche bien. Alors c'est une série aussi qui ne dissimule pas les difficultés d'agir quand on est en minorité, quand on est clandestin, les divisions au sein du mouvement, ça on aura l'occasion d'en reparler je pense. Les trahisons possibles. Sur la planète Férix, il y a pas moins de 2 informateurs qui, d'une manière ou d'une autre, font part à l'Empire ou aux flics privés ou à l'Empire de ce qui se passe. Et puis aussi, moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé en pensant à la France de la Deuxième Guerre mondiale, c'est à la fin de la saison 2, un peu l'oubli de ceux qui ont été en première ligne et d'une forme de récupération par des gens qui viennent de l'extérieur. Alors,
moi, ça m'a fait penser au passage de la biographie de De Gaulle par Julian Jackson, qui montre à quel point De Gaulle était odieux avec les FFI quand il arrive dans des endroits que les FFI ont libérés ou contribué à libérer par les maquis. En gros, il leur adresse pas la parole, sauf s'ils sont rentrés dans l'armée, s'ils sont militaires d'active, là, il veut bien leur parler. Sinon, voilà, ils n'existent pas, parce que la seule résistance qui existait, c'était celle qui menait depuis Londres, et puis finalement, le reste n'existe pas. Et là, on est un peu confronté à ça avec des personnages qui ont eu un rôle absolument clé dans le processus, et quasiment personne ne les connaît à la fin de la 2e saison, parmi les hauts dignitaires de la rébellion, qui les méprisent presque. Et ça, il y a un tragique de ces soldats anonymes que j'ai trouvé très poignant. Oui, absolument. Il y a déjà un récit qui est en train de s'écrire, parce que ça y est, les cadors s'en mêlent, c'est-à-dire ceux qui gouverneront après, si la rébellion l'emporte, ils sont déjà là, ils commencent à arriver, commencent à prendre les choses en main. Donc ceux qui sont responsables de tout ce qui se fait dans l'ombre commencent déjà effectivement à être écartés. Et on n'a pas particulièrement de respect pour ceux qui viennent de sauver la situation 3 minutes littéralement avant. On les emmerde avec des règles, avec le fait qu'ils n'ont pas respecté un plan de vol, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement assez frappant. Il y a déjà un récit qui est en train de s'écrire, et ce récit, à mon avis, il est en train d'imaginer l'unité d'une résistance qui est en fait beaucoup plus éclatée. C'est une alliance rebelle. Et cette alliance-là, elle ne suit pas un seul discours, elle ne suit pas un seul processus, elle ne suit pas un seul mode d'action. Il y a vraiment toute la gamme, encore une fois, des actes, juste depuis le terrorisme le plus sauvage jusqu'à quelque chose de très politique et de purement politique, de quasi une espèce de forme de résistance légale ou passive. Il y a vraiment toute la gamme. Et on voit apparaître effectivement la maîtrise d'un discours par ceux dont on sait déjà qu'ils termineront par être les grandes figures de la résistance. Ouais, on pense parfois à la dichotomie Sinn Féin et IRA, le bras armé et la façade politique, une façade politique de plus en plus lisse. Le personnage de Gerry Adams, il y a eu récemment l'adaptation du livre Say Nothing en série très intéressant sur les troubles en Irlande. Voilà, ça fait un petit peu penser aussi à cette configuration entre gens de l'ombre, gens qui prennent la lumière, qui eux-mêmes peuvent évoluer, etc. Alors, je pense qu'on a un peu fait le tour de ces thèmes généraux. On va commencer à tirer au sort de petites cartes et à voir de quel thème, de quel personnage, de quels enjeux on va parler. Jean-Christophe, vous pouvez prendre la première. Le dernier discours de Motma. Motma, voilà, son dernier discours au Sénat, avant d'être exfiltré. Je crois que ça doit être l'épisode 10 peut-être de la saison 2. C'est un discours qui est intéressant d'abord parce que c'est un discours qu'on essaie d'interrompre. On dirait que c'est un acte de courage pur. Hein. Elle brûle ses vaisseaux à ce moment-là. La sénatrice profite d'un gag de procédure sénatoriale. Tout est fait pour l'empêcher de parler. Elle réussit à trouver pour elle l'argument juridique qui lui permet finalement de prendre la parole. Et là, elle lance un très très beau discours, très court d'ailleurs, parce que je pense qu'elle sait qu'elle a très peu de temps pour parler, et c'est une déclaration littéralement de guerre civile en fait. C'est-à-dire qu'elle brûle ses vaisseaux, elle sait très bien qu'elle peut être arrêtée dans la minute où elle sort derrière du Sénat, parce qu'elle pointe l'ennemi, elle le nomme, elle dit qui est Palpatine, elle dit que c'est le mal incarné, et elle a surtout, alors ça, il y a déjà des discours au Sénat dans le fameux « c'est ainsi que la démocratie meurt », etc., sous les applaudissements, et ils n'ont pas voulu refaire la même chose, et ce qu'elle dit, qui est le plus important, c'est un missile direct contre l'administration de Trump, à mon avis, c'est le discours sur la vérité, quand elle dit que le plus grand danger, ce qui nous mène tout droit au monstre qui crie le plus fort, je crois qu'elle le dit comme ça, c'est quand la vérité n'existe plus. The loss of an objective reality is perhaps the most dangerous. The death of truth is the ultimate victory of evil. Il y a ça, et puis il y a le fait aussi qu'elle utilise le mot de génocide. Alors évidemment, est-ce que, si c'est une galaxie il y a très très longtemps, est-ce que le mot de génocide avait été déjà inventé par Raphaël Lemkin dans une dimension parallèle? Je ne sais pas, en tout cas il est dans le langage courant de cette langue commune dans Star Wars, et effectivement, avec les débats actuels sur Gaza, génocide ou non, et la dimension génocidaire de ce qui s'y passe, évidemment ça a trouvé un écho très fort au moment où la série a été diffusée. Ouais, je pense que c'était pas forcément son but à ce moment-là, mais il se trouve qu'effectivement ça vient percuter l'actualité à Gaza. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que une fois elle rentre en fait avec ce discours dans la réalité de la résistance. C'est-à-dire que jusque-là, elle est dans l'ombre, elle tire les ficelles, elle se couvre.
Là, c'est un moment, je crois qu'elle dit à Cassian qu'il la récupère à la sortie, je suis pas sûr d'être prête pour ça. Et il lui répond bienvenue dans la rébellion. Voilà, et puis au passage, il abat 2 ou 3 personnages et du coup, elle mesure aussi en direct, au-delà des mots qui sont très importants, mais au-delà des mots, il y a aussi les actes et donc ce basculement se fait de cette manière-là. C'est aussi intéressant de voir que ce discours, il intervient à un moment qui est, pour reprendre le terme allemand désigné en 1933, la Gleichschaltung, la mise au pas des institutions. On est dans ce moment-là dans le monde que représente Star Wars, c'est-à-dire ce moment où les institutions en apparence fonctionnent encore, mais elles sont déjà vidées de leur sens. Il y a déjà le sénateur de Gorman qui a été arrêté, donc l'immunité parlementaire, en théorie qu'il protège, ça a déjà été levé. Les règles sont là, mais en fait, elles ont pratiquement plus aucun sens parce que le souverain tout-puissant ne se sent plus lié par elle. Et là aussi, ça fait penser par certains côtés à l'Allemagne de 1933, aux États-Unis Trump, etc., où là, la Cour suprême valide, y compris un certain nombre d'outrances du pouvoir en place. Et donc, agir au Sénat, c'est aussi rappeler quelle est la fonction d'un Sénat dans un système démocratique au moment où il ne peut plus tout à fait avoir cette fonction. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal dans la temporalité de ce moment. Ouais, pour moi, ça rappelle beaucoup en fait l'Empire romain, ça. Le Sénat, le rôle du Sénat sous l'Empire, c'est-à-dire qu'officiellement la République n'a jamais été abolie. Le SPQR par le Sénat et par le peuple romain, il est resté tout le long. Jamais Auguste n'a dit c'est la fin de la République. Par contre, le poids du Sénat, c'est aussi un truc qu'on retrouve ça dans Star Wars sur ces quelques années autour de la bataille de Yavin. C'est le poids qu'essayent encore d'avoir certains sénateurs pour peser, en sachant très bien que c'est plus ou moins cuit et que finalement, in fine, il y a quand même un seul décideur. Ça fait aussi penser, ça a été dit par plusieurs personnes, je ne me souviens plus exactement où j'ai trouvé ça, mais au dernier discours du social-démocrate Otto Wels, au moment des pleins pouvoirs accordés à Hitler en mars 1933, et du coup qui a un discours critique, et le dernier après lequel il doit s'enfuir comme un Mothma et passer lui aussi dans la clandestinité. Donc là, on va retrouver tout cet entrecroisement de références possibles à l'actualité, au passé historique plus ou moins lointain. Alors je vais piocher une petite carte pour voir de quoi on parle maintenant. Alors on est toujours en pleine actualité et Deuxième Guerre mondiale, c'est le front de Gorman. Alors j'ai envie de dire c'est presque le plus évident et pas forcément le plus intéressant pour moi dans la série parce que là, on est quasiment avec les bérets basques et les baguettes. On a pris un acteur français, Thierry Godard, qui joue dans un village français pour jouer un des personnages. Donc on a créé une langue, la langue du Gorman, qui a des sonorités très franchouillardes. Donc finalement, les allusions sont assez évidentes à la résistance française, presque trop. Je pense que pour un public états-unien, ça marche très bien. Peut-être pour nous, un peu plus cyniques et connaissant mieux, c'est peut-être un peu moins directement juste. Ce que j'ai trouvé d'intéressant qui marche bien, c'est quand même ce côté on communique par radio et il faut faire attention à ne pas se faire repérer par la gogno et par les patrouilleurs ennemis et qu'en gros tout le monde sait que ça existe, que cette résistance existe, on les laisse plus ou moins agir jusqu'au moment où on est capable de faire un coup de filet général pour arrêter tout le monde, et ça rappelle effectivement ce que faisaient les brigades spéciales parisiennes en 43-44, ce que faisait la Gestapo en France, c'est-à-dire une forme de surveillance très étroite et puis des coups de filet lorsque le moment est bien choisi. Ouais, ce qui est intéressant aussi dans la construction, parce qu'on la voit naître, cette résistance, commencer à réaliser qu'elle est une résistance aussi, c'est pas évident au début. Il y a encore ces gens qui croient qu'on peut s'arranger. Ça, c'est des échos directs à un village français d'ailleurs, au principe de jusqu'où est-ce qu'on accepte de collaborer, de négocier. Et puis petit à petit, l'évidence se fait. Ce qui joue, c'est le destin de la planète. Donc on y va. Et à partir du moment où on y va, il y a déjà une différence entre ceux qui sont à peu près prêts et puis ceux qui sont pas prêts du tout. Il y a quand même un tir fraternel à l'intérieur d'une opération qui fait qu'on voit tomber un personnage de premier plan. Je vais essayer de pas trop gâcher non plus, par pure maladresse. Et le discours qu'il reçoit derrière ce personnage-là est d'une violence sans nom, parce que c'est une attaque directe contre son incompétence qui vient de coûter la vie à un personnage qui a beaucoup plus de valeur que lui dans la résistance. Ouais, et puis on voit aussi que c'est le moment où la série, moi c'est pas, tout le monde dit que c'est extraordinaire, etc. Moi c'est pas mes moments préférés de la saison 2, mais c'est intéressant quand même parce que la série hésite quand même, c'est quand même de l'entertainment, hésite quand même à mettre en scène le romantisme révolutionnaire. Elle ne le fait pas complètement, parce qu'effectivement, il y a des morts absurdes. Donc les gens ne sont pas complètement rachetés par leur héroïsme. Ce moment où les Gorman se mettent à chanter sous les balles, ça en fait peut-être un peu beaucoup. C'est à la fois assez beau, c'est assez noble. On sait qu'il y a des épisodes qui peuvent ressembler à ça à tel ou tel moment, où on chante des chansons révolutionnaires dans des guerres, des soulèvements, etc. Mais moi j'ai trouvé que c'était peut-être le truc un peu trop fabriqué, un peu trop cousu de fil blanc, dans une séquence scénaristique générale qui a du sens, mais c'est pas ce qui m'a le plus accroché. En fait, j'ai tout de suite pensé à Casablanca sur cette scène, la scène de la Marseillaise qui essaye de couvrir l'hymne allemand de l'autre côté. Mais c'est vrai que c'est
Je pense que c'est parce qu'on est français et qu'on l'a beaucoup vu qu'effectivement, moi j'ai un peu le même sentiment, c'est quand même, ça y va à la grosse caisse, hein, le côté les French guys, quoi. Maintenant, ça reste assez emblématique, c'est un peu flatteur, ça fait toujours plaisir, mais il y a aussi un truc qui est intéressant là-dedans, c'est que très vite, ils mesurent, tous ces gens mesurent que ça a des conséquences sur la population civile, en fait, leurs actions, et que c'est un vrai dilemme moral pour eux. Il y a plusieurs personnages qui hésitent parce qu'ils savent que ça va taper à l'aveugle. Et ça, bon, alors c'est pas uniquement la résistance française, mais il y a cette idée des otages qu'on va exécuter, qu'on va pendre, etc. C'est le troisième tour. Du coup, vous reprenez un petit bond. L'éviction des Dani. Alors, les Dani, on rappelle de qui il s'agit. C'est cette population qui vit sur la planète Aldani. Et sur cette planète Aldani, ils ont des rituels en lien avec un phénomène météorologique, cosmologique. Et puis, les Dani, il n'y en a plus beaucoup au moment où la série nous les montre. Ouais, c'est un cas assez typique d'exil forcé pour le travail. D'abord, l'Empire décide à un moment qu'ils ont besoin de cette planète pour en faire une espèce de gigantesque Fort Knox pour protéger les ressources financières, etc. Et comme ils se pointent en plein milieu d'une zone où se tient depuis des temps immémoriaux un culte qui revient tous les 3 ans avec une pluie de météorites qui est très belle d'ailleurs, on déplace quelque chose comme 40 000, je crois, montagnards, ils le disent à un moment, en même pas 10 ans. Donc c'est un exil forcé, et c'est un exil forcé qui vient alimenter... là, c'est un peu du Tolkien, quoi. On part de la nature, de la belle nature dans les montagnes. Je crois que ça a été tourné en Écosse, ces scènes, pour les emmener vers les villes. Donc, c'est une espèce d'urbanisation forcée, de travail quasi contraint. Il y a un côté exode rural, 19e, révolution industrielle qui est assez poussé, je trouve. Ouais, alors, moi, j'irai encore plus loin. C'est pas seulement l'exode rural qui serait, à la limite, semi-volontaire, mais c'est les politiques staliniennes de sédentarisation des Kazakhs, les politiques chinoises de sédentarisation des Ouïghours. C'est le côté, il y a un rouleau compresseur qui n'a que faire des cultes, coutumes locales et des populations locales. On fait semblant de respecter le droit et le traité qu'on a passé avec eux en échangeant des peaux de chèvre. Donc ça renvoie aussi à la conquête de l'Ouest et à l'expansion des États-Unis vers l'Ouest et au fait qu'on a fait des accords avec des tribus amérindiennes et au fond, on a provoqué tous les incidents nécessaires pour qu'ensuite on puisse les dégager. Et même à un moment, il y a un personnage qui dit non, mais de toute façon, sur le chemin du pèlerinage, donc ils sont censés être plusieurs centaines à venir, mais on a disposé des tavernes. Il y a de l'alcool, et du coup, ils seront que 50 ou 60 à l'arrivée. Et là, on sait que l'alcool, effectivement, a été utilisé, notamment en Amérique au 19e, comme un outil de désagrégation sociale des communautés locales pour faciliter la pénétration, la colonisation. Donc là, on est quand même sur un épisode qui, ça a rarement été aussi ouvertement anticolonial, Star Wars, que dans ces épisodes-là, que dans ces passages-là de la série. Je suis d'accord. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils ont croisé beaucoup de choses. Il y a effectivement des références claires à l'ère soviétique. Moi, la référence au traitement des peuples amérindiens, elle est effectivement évidente à travers l'alcool, la drogue, le fait qu'on rend compliqué tous leurs déplacements, le fait qu'on traite par le mépris leurs croyances, etc. Ouais, on dit qu'ils puent, hein, clairement, ils sont mauvais, c'est insupportable d'être là. Et d'ailleurs, de la même manière que des officiers, mettons, du Colonial Office pouvaient être dégoûtés d'être affectés au fin fond de la Birmanie alors qu'ils auraient voulu être à New Delhi. Et ben là, clairement, c'est pas l'affectation de rêve pour les militaires. Ils sont au milieu de gens qui considèrent comme des sauvages qui puent et ils ont hâte de revenir à Coruscant, de revenir c'est ça, la civilisation impériale, quoi. Oui. Et derrière, ça sur tout ce qui est l'esthétique des décors, des costumes. Voilà, on est en Écosse pour les tournages. Les costumes ont beaucoup rappelé les Lapons ou les peuples du nord de la Scandinavie. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a clairement un côté phénomène cosmologique, ça fait un peu aurore boréale. Carrément. Voilà. Vraiment, on est sur ce monde de référence. Et comme d'habitude, on sent que Gilroy s'est beaucoup amusé, je sais pas, mais en tout cas, s'est intéressé à croiser les influences pour être. En fait, il tend des choses trappes en permanence au moment où on dit c'est les Amérindiens. Bah non, parce que c'est pas tout à fait ça. Ouais, et en même temps, c'est une manière pour lui de dire que il n'y a pas de loi de l'histoire, mais il y a quand même des récurrences de situations et de situations, notamment d'oppression coloniale, qui renvoient à d'autres choses d'ailleurs dans la série, qui renvoient en fait à tous les épisodes où il y a des lieux où le fait de miner, de creuser la planète a conduit à des catastrophes. La planète natale de Cassian en fait partie. Alors, je tiens un autre petit papier sur lequel il y a écrit, bon, alors là. C'est the grande figure, c'est Luthen. Luthen Rael, qui est donc ce personnage dont on apprend à la fin de la saison 2 qu'en fait c'est un ancien militaire impérial qui a craqué au cours d'une opération de répression de population civile et qui a
plus pu continuer la violence et qui a pris sous son aile une jeune femme qui devient son assistante, qui s'appelle Cléa, personnage clé aussi, et qui devient donc cette incarnation de la résistance. Et Luthen, c'est un personnage absolument exceptionnel. Voilà, il entre dans le panthéon des grands personnages de séries télévisées pour plusieurs raisons. Alors il y a évidemment sa couverture, on va en reparler en tant que marchand d'art, et puis aussi son discours. Alors quelqu'un s'est remarqué en ligne que ça ressemble au catéchisme d'un révolutionnaire de Netchaïev, c'est-à-dire celui qui veut faire la révolution, il doit tout abandonner, il doit tout sacrifier, il doit pas avoir d'amour, il doit pas avoir de vie personnelle, il sacrifie tout à la cause, et ça c'est le grand discours de Luthen dans la première saison. What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. Lorsqu'il explique qu'il combat pour un lever de soleil qu'il ne verra jamais parce qu'il sait qu'il est condamné d'avance et qu'il est condamné à utiliser les outils de son ennemi pour le détruire. Et chez Luthen, on va retrouver de manière encore plus forte et assumée cette dialectique de la fin et des moyens, c'est-à-dire jusqu'où peut-on aller pour combattre un empire maléfique? Est-ce qu'on peut abattre des gens de sang-froid? Est-ce qu'on peut envoyer à la mort des dizaines d'hommes? Parce qu'il vaut mieux tuer des dizaines d'hommes que brûler son unique source au sein de la bureaucratie impériale. Et Luthen est en permanence quelqu'un qui fait des choix très très durs et d'une grande violence pour les gens qui les subissent. Et en même temps, sans lui, rien de tout ça n'arrive. C'est exactement ça. En fait, il le dit à un moment, hein, j'utilise les méthodes de mon ennemi. Je crois qu'il le dit exactement. Et il a une autre phrase très belle dans la deuxième saison, où il dit « Nous avons tous été déformés par le secret ». Et c'est un pragmatique en fait. Luthen, il sait qu'il n'a pas tellement le choix, que c'est comme ça que ça va se faire, que si on veut sortir d'une résistance sporadique, dispersée, il va bien falloir à un moment que quelqu'un se salisse les mains. Ça, il a un côté sartrien, hein, ce personnage. On a vraiment l'impression de voir certaines pièces de Sartre. C'est est-ce qu'on se salit les mains ou est-ce qu'on n'a pas de main? C'est exactement ça. Lui, il est vraiment dans le côté tant pis, et ça l'emmène aux marges des marges même de sa propre morale. Vraiment, il y a des moments où on sent qu'il est au bord du désespoir. Ou en tout cas d'une sorte d'indifférence à son propre sort, parce que de toute façon, il sait qu'il a perdu son âme. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a une pensée temporelle de la rébellion, qui au départ, on le voit avec le flashback de la fin de la série, dit on va commencer par perdre, et on va beaucoup perdre, tant qu'on n'est pas en mesure de gagner. Et puis le moment de basculement, c'est ce qu'on voit dans la saison 1, c'est Aldhani. Aldhani, en fait, c'est un coup tellement énorme, voler le trésor impérial de cet endroit de manière aussi gigantesque, c'est un coup tellement énorme que la répression va s'abattre. Et puisque la répression va s'abattre, ça va créer les conditions de la radicalisation. Et là, on pense par exemple à l'insurrection de 54 en Algérie, le fait que le FLN ait choisi des modalités d'action très violentes. Mais très violentes pourquoi? Y compris en ciblant des gens qui étaient des instituteurs, par exemple, qui étaient des gens qui auraient pu en théorie être proches de leur camp. Mais on les cible pourquoi? Parce qu'on fait un acte tellement fort qu'on veut qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible, que la répression s'abatte. Et parce que la rébellion va s'abattre, les gens vont se solidariser avec la cause. Et du coup, ça ne va faire que grossir. Et ce choix-là, il est très dur à faire. Et là, il ne fait pas l'unanimité, Mon Mothma lui reproche, mais il l'assume parce que pour lui, c'est ce qui doit faire grossir la rébellion, y compris avec des pots cassés. C'est ça. Je pense qu'en fait, il sait qu'il faut un bad guy. Il faut quelqu'un qui assume ce rôle-là, c'est lui. Et il le fait d'ailleurs avec un vrai talent, mais c'est vrai qu'il est d'un cynisme absolu. C'est une machine politique. Enfin, c'est un Richelieu les jeunes années, quoi. Et il a aussi un stress traumatique sans doute. Je pense qu'il a vu beaucoup de gens mourir. Ce qui fait que ça reste un personnage certes ambigu, mais qu'on déteste pas complètement, c'est qu'il est prêt à assumer sa propre fin. C'est ce qui lui permet d'exiger des autres, ou de donner la mort, ou volontairement ou involontairement d'ailleurs. Il faut dire un mot de sa couverture comme marchand d'art, parce que ça c'est quand même un des décors les plus fantastiques de la série, et le choix est pas anodin. Non, le choix est pas anodin, c'est donc c'est un antiquaire, c'est quelqu'un qui a une galerie d'art où il collectionne, c'est marrant, ça va jusqu'à se poser la question de la véracité des pièces qu'il propose. On voit d'ailleurs dans la deuxième saison l'origine de tout ça, quand il commence la débrouille pour aller récupérer des artefacts rares de peuples, de planètes anciennes. Et ça, c'est une référence directe à un personnage qu'on connaît tous en France, qui est Jean Moulin. Oui, Jean Moulin, dont la couverture à Lyon était effectivement d'avoir une galerie d'art, qui était artiste lui-même, qui aimait peindre. Donc ça lui permettait de donner des rendez-vous à des gens, d'acheter des fournitures, de justifier des dépenses. En gros, ça marchait bien, y compris pour son action clandestine. Ouais, et je crois qu'il a ouvert une galerie après à Nice, qui s'appelait la Galerie Romanin. Et je crois c'est Daniel Cordier qui raconte
raconte dans ses mémoires qu'il avait été surpris par ce choix de Jean Moulin en disant quand même en pleine lumière, tout ça, et Jean Moulin lui a répondu en gros c'est en pleine lumière qu'on se cache le mieux, en l'assumant totalement. Donc ça c'est quand même, je pense qu'honnêtement les réalisateurs le savent, enfin, c'est quand même tellement poussé à ce point, ce lieu qui devient à la fois, voilà, c'est à peine dissimulé, toutes les radios secrètes sont littéralement dans le mur de l'autre côté du comptoir, enfin c'est vraiment en pleine lumière. Et puis ça permet ce jeu d'acteur avec cet acteur absolument génial qui permet de passer d'une seconde à l'autre de la figure publique, un peu ridicule, un peu apprêtée, un peu un belâtre, vieux beau, délicat, etc., à ce personnage d'un cynisme absolu dans la seconde suivante. Et la galerie d'art et d'antiquité, c'est aussi sans doute une manière de dire l'Empire a détruit énormément de planètes et de civilisations, mais il y a un lieu où on leur accorde de la valeur et de l'importance. Alors certes, parfois pour les vendre à de riches oisifs pour décorer leur maison, mais initialement, en tout cas, on leur donne de la valeur. Ici, on sait ce que sont ces peuples disparus, on sait ce qu'ils ont fait, on sait ce qu'ils ont construit. Et en général, c'est des objets très anciens et pré-technologiques. C'est-à-dire, il y a la technologie impériale, tout est lisse, tout est chromé. Et là, c'est de la terre, c'est du bois, c'est de la poterie. Et c'est une manière de dire, voilà, les peuples premiers de ce monde galactique, ils ont en quelque sorte presque un musée. Et c'est Luthène qui en est le conservateur. Oui, c'est une conservation de la mémoire, ce qui est une des premières choses que les empires détruisent, c'est ça, c'est la mémoire des peuples conquis. Luthène en est d'une certaine façon le conservateur, entre guillemets. Ouais, avec cet artefact extraordinaire sous lequel ils ont placé un micro qu'il faut récupérer et qui effectivement, avait une scène d'une grande tension, on le récupère et tout en le récupérant, on explique à quoi il sert, effectivement en montrant que c'est quelque chose qui conserve une mémoire. On tire un nouveau papier. Lonnie, l'agent double. Alors Lonnie, l'agent double, c'est le meilleur rouquin de l'année dans les séries télévisées. Ouais, il faudrait une récompense pour le meilleur rouquin de l'année. C'est lui. Lonnie, c'est vraiment typiquement l'agent infiltré, c'est-à-dire celui qui est dans le premier cercle du BSI, donc qui est relativement haut placé quand même, c'est pas ça doit être le N+2 je crois, N+3 de l'empereur, hein, c'est quand même assez haut. N-3, ouais. N-3, pardon. N+3 ça ferait beaucoup. Et c'est un personnage qui est partagé. C'est un personnage qui est extrêmement agité. On sait qu'il a une famille, on sait qu'il a peur pour elle. Je me souviens plus si on sait vraiment comment il rentre là-dedans, comment il finit par être prêté un serment. Voilà, c'est ça. On sait qu'il a prêté un serment. Et puis, c'est quelqu'un qui va balancer en permanence entre le risque pour sa vie et puis l'intérêt supérieur qu'il commande pour rendre des services et pour informer Luthène. C'est par lui qu'on sait le gros secret de Andorre, le gros secret de la construction de cette espèce d'arme gigantesque qui est l'étoile de la mort. C'est par lui que l'information va arriver, sauf que ça va avoir un énorme coût pour lui. Ouais, alors on va pas tout raconter. Alors on pense évidemment à travers lui, il y a des agents célèbres dans l'histoire, il y a des gens comme Philby, Blunt, etc., les saints de Cambridge. Il y en a un, moi je connaissais pas cette histoire, mais apparemment au début des années 20, l'IRA en Irlande avait infiltré un de ses agents dans la police de Dublin et il faisait passer au chef de l'IRA, Michael Collins, il s'appelait Ned Broy, et il faisait passer vraiment directement les plans d'intervention, de fouille, etc. Au chef de l'IRA. Donc ça pourrait être une des inspirations. Évidemment, comme tous les agents doubles, la fin n'est pas forcément joyeuse et en tout cas la pression psychologique est immense. Et ce qui est intéressant aussi, une dernière chose, c'est que jusqu'au bout du bout, on ne sait pas, c'est un personnage, nous comme spectateurs, on ne sait pas si à un moment il va craquer ou pas. Ouais, s'il va se faire repérer. Je tire un nouveau petit papier. Et du coup, ce sont les funérailles de Marva. Ah, les funérailles de Marva. Alors Marva, un personnage tout à fait magnifique, qui est la mère de Cassian Andor, sa mère adoptive si on veut, mais c'est elle qu'il a trouvée sur cette planète où cet enfant isolé allait se faire attraper en gros par une patrouille et que de toute façon sa planète, son écosystème était à moitié détruit. Elle le ramène sur Ferrix, elle l'élève avec plutôt de bons principes, beaucoup d'amour. C'est le personnage avec lequel les liens affectifs sont les plus marqués. Et puis c'est quelqu'un qui, après avoir longtemps été un peu passive, se redécouvre une force politique, une conscience politique, qui passe par ce discours posthume extraordinaire prononcé au moment de ses funérailles. Et ces funérailles, c'est l'occasion pour Gilroy et pour les gens qui ont fait Andorre de montrer la solidarité d'une communauté autour d'une de ces figures. Et là, il y a pas mal de références possibles. Il y a notamment les funérailles, là encore, dans le monde de l'IRA, des militants tombés et du coup que la police britannique interrompait ou pas. Il y avait des heurts avec la foule, etc. Et puis, il y a
plusieurs personnes qui l'ont fait remarquer. Il est très possible que ça fasse référence à un événement qui est beaucoup plus récent, qui est les funérailles de cette journaliste palestinienne qui s'appelait Shirin Abu Akleh, qui a été tuée par les forces de sécurité israéliennes, et dont les funérailles, et donc ça avait fait un immense scandale, et dont les funérailles sur place avaient ensuite été interrompu là aussi par des forces de l'ordre répressives, soulevant une grande indignation. Donc c'est aussi une manière de montrer que même dans la mort, il y a des gens qui peuvent souder comme ça autour d'eux politiquement. Il y a des figures qui inspirent. Et je terminerai juste sur Marva en disant que la série s'appelle Andor, mais c'est pas que Cassian. Non, exactement. Andor, c'est Marva et Cassian, et puis les autres. Et du coup, c'est un personnage très très important. Ouais, c'est un personnage qui est très important. C'est un personnage qui cristallise quelque chose. C'est le moment où la peine se transforme en colère. Et elle se transforme ensuite, la colère se transforme en violence, elle se transforme en violence au cours des funérailles. Donc là encore, on ne va pas spoiler, mais il se passe quelque chose, un événement qui déclenche une catastrophe, un massacre au cours des funérailles, et qui fait entrer toute une planète dans une rébellion, cette fois ouverte, au lieu d'être une opposition sourde. On tire un nouveau petit papier. Saw Gerrera. Saw Gerrera, donc l'un des membres de l'Alliance Rebelle, joué par Forest Whitaker. Alors lui, il incarne un débat interne à la résistance, c'est savoir jusqu'où on va, dans la violence parfois gratuite, en tout cas aveugle sur les moyens qu'on utilise. C'est celui que l'Empire va utiliser comme modèle du terrorisme pour dire voilà, c'est pas des résistants, c'est des terroristes. Moi, ça me fait beaucoup penser à Manoukian, à l'affiche rouge. Voilà, c'est ces visages noirs là sur la fameuse affiche rouge. Il permet au régime de dire ça, voilà, voyez ce que c'est vos rebelles, c'est ça, c'est des gens qui ne reculent devant rien, devant les pires outrances, et c'est la fameuse, voilà, est-ce que la frontière entre résistance et terrorisme, elle est aussi dans le récit de celui à qui on s'oppose, et et puis il incarne aussi une sorte d'ivresse qui est même montrée, en tout cas la violence devient une drogue chez lui, littéralement. Il y a une très belle scène dans la 2e saison où on sent que pour lui, ce comportement jusqu'au boutiste, qui transige jamais avec absolument rien, l'amène à avoir un rapport à la violence qui est un rapport de toxico, en fait. Ouais, la rébellion n'est pas pour les saints d'esprit. C'est ce qu'il dit en respirant du carburant, des vapeurs de carburant, qui d'ailleurs lui ont probablement coûté son système respiratoire. Dans Rogue One, on le voit avec un respirateur, c'est pas par hasard. Mais, et puis c'est aussi, évidemment, le nom fait penser à Che Guevara, Saw Gerrera, et puis c'est aussi l'idée que dans ces mouvements révolutionnaires, il y a un truc qui manque, c'est l'unité de l'Empire. L'Empire a pour lui cette cohérence et cette unité, même si parfois il y a des luttes de factions, de polyarchie, etc. Mais malgré tout, quand même une grosse machine très centralisée. Là, dans la rébellion, par principe, c'est des gens qui sont anti-autoritaires, donc ça veut dire que ils aiment pas trop qu'on leur donne des ordres, et lui, il déteste qu'on lui donne des ordres, il se méfie de tout le monde, comme d'autres se méfient de tout le monde. Au début de la saison 2, il y a une intrigue qui est pas la meilleure, mais qui est ces petits groupes factionnalistes qui se battent entre eux, la brigade Mayapey, en disant nous, on est les plus radicaux, non, nous, on est dans l'erreur, non, nous, enfin, on n'est pas dans l'erreur, etc. Et cette idée que les mouvements révolutionnaires passent leur temps à se déchirer entre eux, alors on pourrait même renvoyer aux hébertistes et aux enragés, aux montagnards, hein, voilà, mais c'est une idée, effectivement, c'est un trope très ancien, et là que la série met en évidence de nouveau. Et puis c'est quelqu'un qui a perdu ce qui arrivait à une balance, puisque, alors c'est pas dans la série Andor, mais on l'apprend dans le reste de l'univers Star Wars, il a perdu sa sœur qui était plutôt, on va dire, celle qui lui apportait un peu de calme et de réflexion, alors que lui a plutôt un tempérament à foncer dans le tas en tirant des coups de pétard. C'est un peu Obélix, quoi. Mais c'est un Obélix qui est encore bon enfant jusqu'au jour où il perd sa sœur. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui bascule j'allais dire de côté obscur, c'est pas la bonne expression, mais voilà, il est décidé à agir. Et il est plus récupérable. Et il est plus récupérable, et on sent qu'il est en permanence à deux doigts de péter un plomb, et que le reste de l'Alliance a qu'un impératif, c'est le garder un minimum sous contrôle. C'est ce qu'essaye de faire la sénatrice Mon Mothma à la fin, voilà, qu'au moins il sabote absolument pas tout dans un geste déraisonné, quoi. Alors, je tiens un nouveau papier. Je suis tombé justement sur Mon et Vel. Alors, Vel, c'est sa cousine. Et Mon et Vel, elles incarnent quelque chose qui a existé à de nombreuses reprises dans l'histoire. C'est l'idée que les gens qui participent à des mouvements de rébellion, de résistance, ne sont pas tous issus des couches populaires, ne sont pas tous issus des plus opprimés. C'est pas toujours les plus opprimés des opprimés qui se soulèvent. Et d'ailleurs,
pour une bonne raison, c'est que quand on est complètement opprimé, en fait, on a peu de ressources pour se soulever. C'est souvent des gens à un niveau intermédiaire, voire des membres des élites sociales. Alors, il y en a plein d'exemples. Lénine, fils d'inspecteur scolaire tsariste. On a pas mal de militants de l'extrême gauche des années 70 qui étaient dans la bourgeoisie culturelle, voilà, avec des parents profs, fonctionnaires, etc., qui ont rejoint la fraction armée rouge, qui ont rejoint les brigades rouges, etc. Donc c'est un thème en fait qu'on va retrouver et qui est un mécanisme sociologique au fond qui fonctionne à pas mal de moments, même si ça oblige à beaucoup de contorsions, parce que du coup on est en porte-à-faux entre les valeurs révolutionnaires et les valeurs de son milieu, et donc parfois on doit sacrifier l'intimité, la famille. Ce que fait Mon Mothma, elle marie sa fille un peu contre son gré, même beaucoup contre son gré, mais parce que la cause finit par passer avant. Ouais, la cause finit par passer avant. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, moi j'ai beaucoup pensé aussi à des personnages de révolutionnaires qui appartiennent au monde, qui sont en train d'essayer de faire vaciller. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Mon et Vel, c'est les deux faces d'une même pièce. Alors d'accord, c'est la pièce de l'aristocratie qui rentre en lutte, en gros, mais elles font pas du tout les mêmes choix. Vel va aller vers l'action physique très tôt. Mon va plutôt essayer de jouer de l'intérieur, ce qu'elle peut protéger de l'intérieur pendant un bon moment. Ouais, on pourrait surinterpréter en disant que Mon ayant une sexualité straight, peut-être qu'elle est plus attachée aux normes, et Vel ayant peut-être déjà l'expérience un peu de la transgression en tant qu'homosexuel, peut-être que c'est voilà, c'est un peu de la psychologie de comptoir pour des personnages de fiction par ailleurs, mais c'est pas absurde non plus de se dire ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de Mon et Vel, on voit deux formes de la résistance, deux aspects de la résistance qui se complètent en fait, qui se heurtent parfois en permanence. Les deux cousines s'engueulent quand même sérieusement à une ou deux reprises. Et c'est voilà, cette hésitation constante entre le frontal et le sous-marin, quoi, entre le côté moi je m'en fous, je veux faire péter des trucs, et puis quelque chose de déjà plus conscient. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des personnages qui incarnaient ce que va devenir la résistance, c'est les voix qui vont l'incarner. Mon, c'est ça. Sa cousine restera une combattante. Je pense pas qu'elle ait d'ambition politique. Ça, c'est les spin-offs qui nous le diront. Ouais, exactement. Mais voilà, ça incarne celle qui veut déjà. Et puis elle pense la résistance. Elle a un degré, sa maturité, elle est là. Vel, par contre, elle a aussi l'expérience de. Elle est intéressante parce que c'est une go-between. Elle peut parler aux deux mondes, en fait. On tire un nouveau petit papier. Alors, c'est Narkina 5, la planète prison. Oui, la planète prison, Narkina, exact. Narkina, oui. Alors, Narkina, c'est Alcatraz dans l'espace, quoi. Il y a vraiment quasiment avec cet océan autour. Bon, là, ça appelle à beaucoup de références sur les camps de travail, voilà, c'est un univers qui associe à la fois la détention et le travail forcé. On est là, c'est le goulag, hein. Il y a clairement, mais c'est le goulag version empire, c'est-à-dire bien propre, bien clean, et avec pas beaucoup de soldats pour protéger tout ça, parce qu'on remplace la surveillance humaine par la surveillance humanoïde par la surveillance techno. Il y a aussi ça qui est très intéressant. Techno, mais aussi les détenus eux-mêmes, et ça envoie voilà, une des grandes constantes dans ces univers, c'est les capots chez les nazis et d'autres ailleurs, c'est l'idée que le chef de salle, c'est le détenu le plus proche de la sortie, et tout ce qui compte le plus pour lui, c'est de sauver sa propre peau et du coup d'assurer l'ordre dans le groupe. Ouais, il y a ça. Il y a ce côté. Moi, j'ai beaucoup pensé aussi à des expériences de sciences sociales des années 50, 60, comme l'expérience de Stanford, où on voit très bien ce qui crée les conditions chez des détenus qui vont intégrer la violence qu'on leur applique à eux. Pour se protéger de cette violence-là, ils vont l'appliquer à d'autres détenus. Il y a ça, il y a tout ce qui est cadence infernale, épuisement par le travail, etc. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la manière dont petit à petit tous les détenus prennent conscience que la longueur de la peine qu'on leur a infligée dans cette prison n'a aucun sens. De toute façon, ils vont jamais s'en sortir. C'est pour ça qu'il va y avoir une évasion à un moment. Ouais, ce qui est très fort ici, c'est quand même cette capacité qu'a Gilroy, le scénariste, à synthétiser aussi bien le monde concentrationnaire soviétique, le goulag, parce qu'effectivement, comme au goulag, en fonction de la productivité, on a des rations plus ou moins fortes. Donc ça, c'est quand même un vrai élément qu'on trouve au goulag, c'est que si on abattait la norme voulue en termes de bûcheronnage ou de mine à la Colima, etc., on avait des rations suffisantes, et sinon les rations diminuaient et la mort était inexorable. On va retrouver cette dimension d'utilisation de détenus pour assurer l'ordre qu'on trouve aussi dans le monde nazi, et puis on va trouver la prison comme lieu productiviste, pas seulement dans le monde soviétique, mais aussi dans le monde carcéral contemporain, aux États-Unis en particulier. Voilà, des gens qui produisent. Qui produisent pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Et là, c'est aussi, pour le coup, c'est les prisonniers de guerre soviétique notamment, qui produisaient les V2 dans les usines souterraines nazies de Peenemünde. Donc en fait, il arrive à créer de manière fictionnelle quelque chose qui synthétise
les pires traits de différentes expériences concentrationnaires et carcérales du XXe siècle principalement, d'une manière qui fait froid dans le dos, qui est très très brillante. Qui est brillante. En plus, il y a cette idée de la surveillance constante avec la voix qui parle en permanence aux détenus. Moi, j'ai un peu pensé au temps moderne de Chaplin avec ce personnage du chef qui se retourne de temps en temps puis qui parle avec une voix qui porte dans tout l'usine pendant que les mecs sont en train de serrer des boulons le plus vite possible. Ouais, c'est orwellien aussi d'ailleurs. C'est très orwellien. Il y a vraiment la surveillance de tous par tous. L'idée qu'à un moment, de toute façon, la seule peine qui s'appliquera, c'est la mort. Si littéralement on passe la frontière, enfin si on passe la ligne, on meurt instantanément électrocuté. Alors on avait un autre petit papier, autant le faire tout de suite, qui porte sur l'évasion de Narkina, parce que là, il y a un certain nombre d'épisodes historiques auxquels ça fait penser. Cette évasion réussie, mais réussie avec des guillemets, parce que tout le monde ne s'échappe pas. Le personnage principal de la séquence, joué par Andy Serkis, Kinoloy, le pauvre, il ne sait pas nager, il n'arrive pas à s'échapper. Mais il y a quand même quelques personnes qui arrivent à s'échapper parce qu'ils prennent conscience qu'ils sont quand même en supériorité numérique par rapport à ces surveillants moins nombreux. Et là, il y a un certain nombre de références réelles. Oui, alors moi, celle qui m'est apparue tout de suite, parce qu'il y a ce côté, il va falloir nager après avoir réussi à sortir, et c'est vraiment Alcatraz. J'ai trouvé qu'il y avait un côté, c'est pas le tout d'en sortir, de sortir des murs, il faut ensuite réussir à survivre à l'océan, et ça effectivement ça en flingue pas mal, quoi. Il n'y a pas de grosses bêtes, mais il y a cette idée qu'à un moment il va falloir littéralement se jeter à l'eau. Alors on peut aussi penser à la révolte de Sobibor en octobre 1943, où environ 50 détenus sur 600 qui ont tenté l'évasion, beaucoup ont été abattus, beaucoup ont été repris ensuite par les battus dans la forêt, etc. Environ 50 ont réussi à rejoindre des partisans, et du coup parce qu'ils ont réussi à s'organiser, donc cette idée que la solidarité, même dans un lieu carcéral qui fait tout pour briser les solidarités, la solidarité permet ensuite de planifier des actions. Donc là, c'est effectivement ce qui a en apparence fonctionné. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que la rébellion démarre avec le désespoir. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où les prisonniers comprennent que c'est une fiction juridique de leur dire qu'ils sortiront à la fin de leur peine, ils se révoltent quand ils comprennent que en fait, leur libération consiste à les déplacer d'une forteresse à l'autre. Donc ils sont foutus. Oui, ça passe aussi par la communication, et ça, on le sait que dans les univers carcéraux, les gens tapent sur les canalisations, les gens font passer des mots, etc. Et que les institutions carcérales n'arrivent jamais complètement à empêcher qu'on sache. On pense aussi aux photos qui ont été enterrées à Auschwitz par des membres des Sonderkommando. Voilà, l'idée qu'il faut dire ce qui s'est passé, il faut témoigner pour dire ce qui s'est passé, ce que dit Melchi d'ailleurs, un des deux qui s'évade avec Cassian à la fin. Il dit il faut que le monde sache ce qui se passe ici. Bon, là, c'est quand même une référence très très directe à beaucoup de choses qui ont motivé des témoins de la Seconde Guerre mondiale à agir pendant et après la guerre pour qu'on sache ce qui leur arrive. Son nom m'échappe, mais le résistant polonais, je crois, Emmanuel Regenblum, je crois, au ghetto de Varsovie. Ouais. Alors moi j'ai tiré la mort de Luten. On a déjà parlé de Luten, mais la mort de Luten, elle mérite un thème à part parce que d'abord c'est un grand moment de dramaturgie, parce que c'est en deux temps. Il se donne d'abord un coup pour se tuer, et puis ensuite c'est sa plus proche collaboratrice qui vient lui donner le coup de grâce. Donc du point de vue purement scénaristique et dramaturgique, c'est très très fort. Et puis, il y a vraiment des gens qui se sont donné la mort pour ne pas parler. Alors, le plus évident, c'est Pierre Brossolette. Ça, on a évidemment, et d'autant plus que Brossolette n'est pas mort immédiatement. Il a mis plusieurs heures derrière. On a essayé de lui sauver la vie. Il y a vraiment eu. Mais ce qui est intéressant, rappelons, pour les gens qui écoutent, il était arrêté par la Gestapo je crois que c'est février 1944. Il était interrogé. Il a profité d'un moment d'inattention pour se jeter par la fenêtre, préférant mourir que de risquer révéler ce qu'il savait, l'organigramme de la résistance, etc. C'est ça. Et comme il n'était pas assez haut dans les étages, il n'est pas mort sur le coup. Il est mort plusieurs heures après, alors que les Allemands ont vraiment tout fait pour lui sauver la vie, parce que ce qu'il avait à dire les passionnait, donc exactement comme dans la série. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une scène de faux semblant au moment de son arrestation. Il voit débarquer des Dramero, donc à ce moment-là, il sait qu'il est foutu, et on sent qu'il est de toute façon, il a toujours envisagé ce moment-là comme un moment où il fallait se tuer, parce que là, il sort une pièce, il y a encore un jeu de faux semblants entre les deux, je sais pas, tu sais pas, je sais que tu sais pas, etc. Il se retourne pour prendre une pièce pour lui montrer, en faisant mine d'accepter le fait qu'elle est là pour visiter la galerie, et cette pièce c'est un poignard, et elle détourne son attention 2 secondes, et il essaye de faire un harakiri, enfin c'est beaucoup un équivalent de ça, en tout cas un suicide, avant de se rater. Et en ayant commencé par évidemment détruire son tableau de communication qui était la priorité numéro 1. C'est ça. Alors il y a ce côté, on sacrifie tout ce qu'on a, et puis après on bascule sur ce personnage intéressant qui est celui de Cléa, donc ça, on va dire sa fille adoptive, je pense qu'on peut le dire comme ça, qui, apprenant que Luten n'est pas mort et qu'il est même en passe d'être sauvé, va, je pense qu'elle prolonge le geste qu'a voulu faire Luten, en s'arrangeant vraiment au prix d'un gros massacre pour aller l'euthanasier dans sa prison.
Alors, il nous reste, je crois, 4 thèmes à regarder. On prend le suivant. Les travailleurs sans papier. Minara, c'est cette planète, planète grenier à blé, en quelque sorte, du début de la saison 2. Ouais. Ah bah ça, enfin bon, il y a énormément de références contemporaines sur beaucoup de choses, mais enfin moi, ça m'a immédiatement fait penser à l'Égypte, à la Sicile, au temps de l'Empire romain. Il y a vraiment un côté, à partir de maintenant, le seul but, c'est de nourrir Rome. Il y a vraiment ce côté-là. Et pour ça, ça passe par une mise sous contrôle et un productivisme, alors agricole certes, mais un productivisme acharné, avec, on sent qu'il y a en permanence cette peur du contrôle, parce qu'on confie aux fermiers de cette planète une tâche impossible, produire énormément avec pas assez de moyens. Donc comment ils font ? On prend des clandestins. Et là, ça, c'est un deuxième missile. Le premier, c'est donc dirigé pour moi vers la Rome antique. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis le deuxième, il est à mon avis beaucoup plus contemporain. Il fait référence à la politique de l'administration américaine en général, des administrations Trump en particulier. Voilà, même si Gilroy a toujours dit, finalement, des gens sans papier persécutés, mais qui en même temps ne font que travailler, c'est vieux comme l'humanité. Voilà, alors on pourrait dire vieux comme la modernité, parce que depuis qu'il y a l'identification et des procédures comme ça de contrôle aux frontières, la fin 19e, disons, mais il y a quand même quelque chose qui dépasse Trump, même si Trump en est l'incarnation, évidemment, contemporaine la plus forte. Alors moi, j'ai tiré ce qui est sans doute la référence avec Gorman, la plus lisible de la série, en tout cas par les gens qui s'intéressent à l'histoire, c'est le casse sur Aldani, donc ce fameux hold-up de la réserve d'argent impériale avec des crédits bien empilés dans des caisses, belles caisses dorées très lourdes qu'il faut transporter sur un vaisseau pour s'en emparer et du coup pour financer la rébellion et en même temps faire une énorme provoque, un énorme pied de nez en disant on est capable d'aller jusqu'au fin fond de votre lieu le plus sécurisé et vous voler. Alors là, ça a été dit par beaucoup de gens, mais la référence directe, c'est même Gilroy qui l'a dit. Il a dit, j'ai lu le livre de Simon Sebag Montefiore, Young Staline, le jeune Staline, qui explique comment en 1907, à Tiflis en Géorgie, Tbilissi, les bolcheviks qu'il dirigeait ont fait le casse de la banque centrale russe locale pour financer ce qui allait être l'activité révolutionnaire. Et du coup, Staline en dehors, il y a un petit quelque chose du gangster devenant révolutionnaire, conscient, idéologique. Là, le parallèle, il est tout à fait assumé. Le parallèle est complètement assumé, même, j'allais dire, physiquement, quand on voit les photos du jeune Staline, qui était quand même un sacré beau gosse. Il était BG, ouais. Il y a clairement une référence, ce côté aussi sinistre. Voilà, on sent que ça rigole pas tous les matins. Ça, c'est une référence historique. Il y en a une autre en France, d'ailleurs. Alors, ça a l'avantage de mettre en avant un truc, c'est que, faute d'argent, c'est douleur sans pareil, et qu'il n'y a rien qui se fait. La problématique de l'argent, elle est constante dans Andorre. Il y a l'argent qui vient par les trucages de la sénatrice Maud Motma, ça au niveau de la capitale. Et puis, il y a sur le terrain comment on se débrouille pour aller chercher du pognon. Y compris les petits trafics initiaux de pression pour survivre, qu'ils mènent déjà dans le viseur impérial. Exactement. Et il y a eu un casse aussi, le 26 juillet 1944, qui est assez intéressant. C'était en Dordogne, où il y a quelques résistants qui ont pris d'assaut un train qui transportait justement la paye des soldats allemands, et qui ont réussi... Alors, ils n'ont pas... Le plus rigolo, c'est que ce pognon venait de la Banque de France directement. Donc, ils ont piqué l'argent de la Banque de France et ils ont quand même, c'était l'équivalent de 2 milliards de francs de l'époque, ça fait beaucoup d'argent et ça a été fait sans tirer un seul coup de feu d'ailleurs. Et de toute façon, ça renvoie à tous les épisodes d'impôts révolutionnaires où les mouvements militants se financent auprès de groupes. Là, on a ça. Alors, parfois, on vole à l'Empire, parfois aussi, on vole aux civils qui n'ont rien demandé. Le FLN qui fait la tournée des cafés nord-africains à la fin des années 50 en région parisienne pour financer la rébellion et malheur à ceux qui ne payent pas. On sait que ça existe également. Le massacre de Gorman. Là encore, il y a beaucoup de références possibles donc, sur cette fameuse place de Gorman où des gens manifestent et l'Empire s'arrange pour qu'il y ait des snipers qui visent et que ça dégénère et que ça tourne mal et que ça tourne en massacre. Là, on a énormément de Il y a choix énormément de références. Ouais. Il y en a une qui m'a paru évidente, qui est une référence de cinéma. J'ai tout de suite pensé au cuirassé Potemkin avec ce renversement, c'est-à-dire que les Stormtroopers sont sur les marches et c'est la foule qui est en contrebas. Mais il y a vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une référence constante à ça. Alors, il n'y a pas de landau qui tombe, mais on n'est quand même pas bien loin sur les gros plans des visages, on a intercalé, des gens qui meurent de façon absurde, une fusillade qui part en... Mais avant, ce qui est intéressant dans le massacre de Gorman, c'est qu'on le voit instantanément utilisé par la propagande impériale. Et ça veut dire qu'on a construit un ennemi. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans cette scène, c'est que pour que l'Empire puisse justifier
ce qu'il veut provoquer un incident qui va lui permettre de tirer dans le tas, il a fallu construire un ennemi. Et donc on fait de Gorman une communauté très refermée, très arrogante. Ça aussi, bonjour les Français, je pense que c'est directement pour nous, le côté luxe, le côté garde-robe. Les Français et les Juifs. Oui, les Français et les Juifs. Et ça mélange d'ailleurs effectivement beaucoup de références parce qu'il y a un côté insurrection du ghetto, mais ça peut faire référence à Tiananmen, ça peut faire référence à beaucoup d'événements où à un moment on tire sur des civils. Ouais, donc il y a le dimanche rouge de Pétersbourg en 1905. Ouais. Il y a le massacre à Mexico de Tlatelolco en 68, où des étudiants manifestent et l'armée mexicaine tire. Il y a le massacre d'Amritsar, 1919, aussi appelé Jallianwala Bagh, où l'armée britannique tire sur des manifestants indiens. Il y a la fusillade des Capucines en février 48. Donc là, effectivement, ça reproduit dans la fiction et la science-fiction des épisodes dont on sait qu'ils sont très souvent une étincelle révolutionnaire qui est très mobilisatrice parce que c'est la figuration de l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose d'abstrait, mais quand des gens quand un empire, une force autoritaire tire sur des gens désarmés, là, il n'y a pas de meilleure illustration de l'injustice et du coup, ça peut avoir des effets mobilisateurs au-delà de ce qu'avaient imaginé ceux qui donnent l'ordre de tirer. C'est ça, avec 2 récits et 2 mémoires d'ailleurs, on le sent presque déjà, de cet événement, la mémoire de la résistance et la mémoire de l'Empire. Alors, tout ça a été préparé par le petit papier que je viens de tirer et qui, lui aussi, fait partie des évidences qui sautent aux yeux. Alors là, je pense vraiment, il ne faut même pas être spécialement fort en histoire pour le voir. C'est au début de la saison 2, avant que la planète Gorman soit dans le viseur de l'Empire, un certain nombre de hauts dignitaires se réunissent en secret dans une belle résidence alpine. Alors, c'est pas à côté d'une rivière ou d'un lac, mais c'est dans la montagne, mais ça y ressemble. D'ailleurs, le nom du lieu, c'est Malthin. Donc, Malthin, c'est 2 syllabes, une avec A et une avec un double E. Donc là, si on n'avait pas compris la référence à la conférence de Van Zee, c'est quand même noir sur blanc. Et effectivement, le parallèle est à la fois complet et pas complet, parce que ce qui se décide au sein de l'Empire à cette conférence organisée par Orson Krennic pour dire, on va mettre sous couperet les Gorman, c'est pas l'assassinat systématique de gens, comme on sait que ça a été, non pas décidé à Wannsee, mais en tout cas opérationnalisé définitivement à Wannsee en janvier 1942, lorsque les nazis mettent en place, au décompte près des individus, le nombre de gens qui vont assassiner systématiquement en Europe, le nombre de juifs qui veulent tuer. Ce qui a des similarités très fortes, c'est ce côté, on se réunit entre gens de bonne compagnie, on discute poliment et on utilise le langage bureaucratique pour mettre à distance l'énormité de ce qu'on est en train de commettre. Et là, ce qu'on est en train de commettre, c'est effectivement de dire cette planète nous intéresse, on va en extraire un matériau, ce matériau va détruire la planète locale, et pour pouvoir le faire tranquillement, il faut qu'on ait un bon narratif, donc il faut qu'on accuse les gens de résistance, et puis on va mettre à la fois des spin doctors, des militaires, des forces de répression, des économistes, des ingénieurs, tous les services concernés. Et c'est là qu'on trouve la machine de mort nazie, c'est-à-dire qu'on a besoin du train, on a besoin de la SS, on a besoin des camps, on a besoin de l'armée, on a besoin de tous les services concernés. C'est-à-dire ça qui fait qu'on a les documents qui nous permettent de la connaître, cette conférence, puisqu'il restait sur 30 mémorandums, il restait une copie dans les archives que les Américains ont trouvées au moment du procès de Nuremberg. La référence est effectivement constante. Après, elle vient précipiter. Alors, il y a évidemment cette référence directe à la décision d'extermination, mais on voit aussi arriver ce qu'on disait déjà tout à l'heure sur la construction de l'ennemi. On vient précipiter en un seul moment toute l'énormité de la chose. Il faut préparer l'opinion, ou en tout cas la galaxie en l'occurrence, à accepter ce qui va se passer. Et qu'on sait déjà inéluctable parce qu'ils explorent d'autres options qui sont balayées très très vite, exactement comme les nazis avaient exploré l'idée d'envoyer les juifs à Madagascar. Bon, ça coûte trop cher. Tandis qu'on peut faire autrement, et on va peut-être même gagner des sous avec. Et c'est exactement ce qui se joue dans cette réunion qui est glaciale, où on comprend que de toute façon c'est une volonté qui est déjà décidée en haut lieu et que c'est terminé. Maintenant la question c'est qui va exécuter tout ça. Et voilà, il y a aussi quelque chose qui est sans doute la réalité de ce type de moment. On décide qu'on va commettre un crime majeur et on fait ça en petits apartés aussi. Les détails techniques, on se fait ça en parlant devant la fenêtre. Il n'y a pas un PowerPoint qui passe avec grand 1, les trains. C'est autre chose. Il y a vraiment il y a du non-dit, même comme s'il y avait quand même une forme de honte encore. C'est à vous de tirer le dernier de ces petits papiers pour explorer les dimensions historiques de la série. C'est la planète Ferrix. Du coup, retour sans doute en Irlande. Ouais, alors là, clairement, oui, c'est là sur Ferrix, moi je suis pas forcément, c'est pas
Ce qui est intéressant pour moi dans Férix, c'est pas forcément la planète elle-même, c'est ce qui s'y passe, avec ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure sur l'idée que l'Empire sous-traite à des sociétés privées toute une tâche de surveillance, où enfin franchement c'est les gars qui sont c'est des tocards quoi, c'est vraiment c'est des videurs de boîtes recalés qui se retrouvent à satisfaire leurs petites pulsions de brutes. Je trouve ça intéressant parce que ça montre un petit peu ce que peuvent être les corps francs en Allemagne au lendemain de la guerre, les premières troupes des SA, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on devient en fait une petite main de la violence? Je l'ai trouvé intéressante, surtout cette planète pour l'exploitation économique, le côté voilà, on est dans les marges, on est dans les bas-fonds, on est dans ces espèces de zones qui sont sous contrôle, où on peut aller à un moment si vraiment il faut y aller, mais voilà, c'est une planète de marge, Férix, et c'est pourtant là que vont partir pas mal d'étincelles. Alors moi j'ai parlé d'Irlande parce qu'il y a des références dans la manière dont sur Férix, quand les impériaux débarquent ou quand les flics débarquent, comment on fait pour sauver les copains? Eh ben, on tape sur des tuyaux, on tape sur des couvercles, et ça, c'est quand même Belfast 1970, quoi. C'est pendant les troubles, les gens qui s'échappaient par des contre-allées, par des cours, par des fenêtres, pour se cacher dans le dédale des quartiers qu'ils connaissaient bien, et du coup on prévenait que ça y est, il y a la police ou l'armée, les paramilitaires qui débarquaient de cette manière-là. Donc du coup ça illustre aussi ce qui est probablement, si on veut terminer là-dessus, un des éléments forts d'Andorre qu'on peut transposer dans le monde contemporain, c'est l'idée de la solidarité, et que la solidarité, ça paye, ça a des effets très concrets. I have friends everywhere, hein, c'est ce qui est dit à plusieurs moments dans la série. C'est une belle manière de l'illustrer, de lui donner une incarnation très concrète, pas dans un décor CGI, pas dans un décor de 3D, dans un décor concret de briques et de poussière, et qui incarne ça très bien. Oui, et il y a effectivement la référence à l'Irlande. Je pense que ce côté tortueux des ruelles, ça évoque en fait toutes les villes anciennes, mais aussi ça évoque le lion des Traboules pendant la Résistance. Ouais, puis il y a des références à la bataille d'Alger aussi. Ah oui, clairement, il y a des références à la bataille d'Alger sur les modes opératoires en fait qu'on utilise. Elle est intéressante aussi pour une scène, alors qui n'est pas directement liée au fait que ça se passe sur Férix, mais c'est sur Férix que se produit l'interrogatoire de cette espèce de médecin terrifiant, le docteur qui interroge Bix. Le docteur Gorst. Le docteur Gorst, qui est quand même l'incarnation du tortionnaire nazi, quoi. On fait difficilement mieux, lui. Ouais, alors je l'avais pas mis volontairement parce qu'il m'a traumatisé par ses méthodes. On n'a jamais vu l'Empire aussi tragiquement mauvais. Merci Jean-Christophe Fio. On a peut-être pas entièrement fait le tour évidemment, et il y a sûrement des choses avec lesquelles les gens qui nous écoutent pourront être en désaccord, donc n'hésitez pas à nous en faire part, à nous écrire, à compléter, à protester. On espère quand même que ça vous a intéressé. Et si vous n'avez pas vu la série, j'espère qu'il n'est pas trop tard et qu'il n'y aura pas trop de spoilers, mais on vous encourage à le voir parce que c'est vraiment une œuvre très très riche. On espère l'avoir illustrée. Merci à tous. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.